19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM, votre quotidienne sport du lundi au vendredi de 19h à 20h. Et puis on a la chance d'avoir le beau temps, et oui, à quelques heures du week-end. Mes consultants présents ce soir, Mourad. Comment ça va ? Ça va très bien, Claude, et toi, comment vas-tu ? Écoute, ça va impeccable. Écoute, il y a le beau temps, il a fait bon, on a profité de l'après-midi, donc... c'est le retour des terrasses, le retour du public dans les stades, donc exactement, tout va bien. Tout va bien. Vivien est avec nous avec un super t-shirt des Chicago Bulls. Vivien, comment ça va ? Bah ça va, on profite des playoffs et c'est le beau temps, mes cheveux repoussent, voilà. On attend toujours que tes cheveux repoussent, Vivien. Nous, ça fait quand même 3 ans qu'on te supporte, on les voit pas. Enfin bref. C'est le divin chauve de l'émission. Le jour où un Français gagnera Roland Garros, mes cheveux seront longs. Ah, il y a un Français qui a déjà gagné Roland Garros, on y reviendra tout à l'heure. Juan José, l'expérimenté, l'excellent. Juan José. Buenas tardes a todos. Comment ça va, Juan José ? Très bien, parce qu'il fait beau, parce que Roland Garros arrive dans quelques jours et enfin ça y est, il est déjà là, mais bon, allez, on attend l'entrée en lice des grands joueurs du tableau final et puis parce qu'on a la Champions League demain. Champions League demain, Roland Garros du 30 mai au 13 juin avec notre invité ce soir, Charles Laroche, auteur du livre Federer, un mythe contemporain. Également avec Frédéric Valois. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, oui, le beau temps, c'est le retour de Roland Garros. Et je pense que là, clairement, il faut poser des jours parce que entre la Ligue des Champions et le tennis, on va être et le beau temps, on va être servi. On va être servi au menu de ce Time Sport ce soir. On va parler donc finale de Ligue des Champions, 100% britannique entre Manchester City et Chelsea. Puis ensuite, on sera avec notre invité Charles Laroche, auteur donc du livre Federer, un mythe contemporain. Puis un second invité, c'est l'organisation Barrio Nation Cup qui seront également avec nous. Et puis on terminera sur l'actualité Mercato parce que ça bouge. Allez, on passe à la suite. Time Sport. Mes amis, demain finale de Ligue des Champions 100% britannique. Mourad, City-Chelsea, Chelsea-City. Oui, exactement. 100% britannique qui va se jouer à Porto. Donc c'est pas mal. C'est l'oligarque russe de Chelsea qui affrontera l'Emirati et ses fonds souverains. Donc c'est deux équipes qu'on attend à ce sommet-là, même si c'est des fortunes un peu diverses. Chelsea qui en connaît de moins bonnes à l'échelle nationale, qui avait fait un gros mercato, et Chelsea qui arrive avec une grosse équipe et surtout avec son facteur X, puisqu'ils avaient l'habitude de sortir prématurément, Ruben Dias. Donc un gros match, même si pour moi, on fera les pronostics plus tard, mais City a quand même un pas d'avance. On s'attend à quel type de rencontre, Juan José, justement ? Alors ça va être un peu atypique. Et je dis atypique par rapport à une finale normale de la Champions League parce que c'est très compliqué de jouer déjà une finale des Champions League, mais encore plus quand vous jouez avec un club qui joue dans votre propre championnat. Et nous, les Espagnols, on sait quelque chose, puisque les finales Real Madrid, Valence, Atlético Madrid, Real Madrid, Atlético Madrid, Valence, on en connaît quelques-unes des finales comme ça. Donc c'est quand même un match assez atypique. Il faut juste se rappeler aussi que juste après qu'on connaît les deux équipes en finale, Chelsea est allé battre City. Donc l'état d'esprit de ces deux clubs et de ces joueurs va être très 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 particulier. Alors ça se passe à Porto, ok, tant mieux. Mais j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Mourad. C'est vrai. Ce sont les City, Chelsea, les Russes entre guillemets face donc. Émirati, je cherchais le mot. Khaldoun Al-Moubarak. Ça aurait été mieux les Qataris face aux supporters du Real, puisque le Real n'est pas une entreprise privée. Mais pas de chance, on fera avec ça. C'est deux fonds d'investissement qui s'affrontent. Ils étaient pratiquement 3 si les Qataris étaient passés, mais bon. Ouais. Vivien, réaction. Ce match, moi j'ai envie de dire, c'est un peu le cœur contre la raison. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi. La raison, c'est que je pense que tactiquement, si on devait faire un pronostic, on a l'impression que City est favori. Donc la raison, ce serait de se dire que Guardiola pourrait enfin décrocher cette Ligue des Champions avec City qui cherche depuis 5 ans maintenant. Mais pourquoi le cœur me ferait parler vers Chelsea ? C'est parce que j'ai un moment que ce Chelsea-là me fait un peu penser au Chelsea de 2012 qui avait un peu surpris Munich en finale. Donc
Je pense que ça va être une finale très intéressante, comme a dit Juan Rosé. Je trouve que souvent les finales entre deux clubs d'un même pays, souvent ça donne des matchs très serrés. On se souvient de 2008, Manchester-Chelsea, 2014. Le score est assez trompeur, le 4-1, on se souvient tous de la tête de Ramos, quasiment dans les 30 dernières secondes. Donc, malgré la domination de penalty aussi. C'est ça. Donc, malgré la domination de City cette année en Première Ligue, moi, je vois bien Chelsea et Tourelle gagner assez un peu comme pied de nez au Paris Saint-Germain. Voilà. Charles Laroche, réaction sur cette rencontre? Moi, j'avoue que ce qui me fait peur, c'est d'avoir une finale assez fermée, parce qu'on a quand même souvenir de dernières finales de Ligue des Champions qui sont pas exceptionnelles en termes de beauté. Même si on a des masterclass tactiques, c'est pas non plus des très très beaux matchs pour les amateurs de but. Donc voilà, j'espère, en tout cas pour Tuchel aussi, ça serait sympathique pour lui qu'il reste pas sur 2 défaites consécutives en finale, ça serait un peu lourd pour lui. Mais au-delà de l'aspect, on veut surtout un match sympa, parce que ça nous fait penser à autre chose déjà. C'est vrai qu'on a souvent tendance, Mourad, à avoir des rencontres extrêmement serrées, fermées, comme l'a dit Charles, mais surtout lorsqu'on est amené à voir des clubs d'un même pays, on sent que... Oui, parce qu'ils se connaissent, ils se dévoilent pas trop, et généralement, comme l'a dit, j'entendais Vivien faire du Pascal un peu, donc c'est intéressant, mais là c'est aussi deux philosophies. J'ai pas compris là. Non, il a dit. Non, quel Pascal? Parce qu'en fait, j'ai plusieurs Pascal. C'est pas Pascal Pro. C'est ça, parce que c'est pro. Si c'est pro, c'est une insulte. Si c'est le méta, ça va. Il y a plusieurs Pascal. Son seul cheveu, moi j'adore Pascal Pro, mais quand même. Non, tout à fait. Mais c'est aussi 2 idéologies qui s'affrontent en termes de jeu. C'est Tuchel qui a, on va dire, l'expérience de l'échec, puisqu'il sort tout juste d'une finale de Ligue des Champions perdue. Et il y a Guardiola qui a cette expérience de victoire de Ligue des Champions, mais ça remonte. Donc du coup, qui est-ce qui sera favorisé? Est-ce que ce sera quelqu'un qui a connu justement la victoire en Ligue des Champions, mais il y a très longtemps, ou quelqu'un qui sort juste d'une défaite et qui sait un an après quel ajustement il doit refaire pour pouvoir aller au bout? En tout cas, la pression est sur City et sur Guardiola. Guardiola, notamment parce qu'il n'a pas réussi à gagner cette Champions League avec le Bayern. Il est arrivé en Angleterre avec City pour essayer de la gagner. Bon, au moins, il a réussi à aller maintenant jusqu'en finale. Donc, la pression est sur Guardiola et City, parce qu'il y a beaucoup d'investissements derrière, parce que on a mis des centaines de millions d'euros depuis 5 ans, effectivement, pour amener cette équipe à cette finale. Donc la pression est plutôt là. Avantage pour City dans le sens, et c'est vrai, c'est que Tuchel, pas parce qu'il a déjà perdu une finale, parce que Guardiola, entre guillemets aussi, c'est du nice to have depuis Barcelone, il n'est jamais arrivé, il n'est jamais gagné une finale de Champions League. Donc, il connaît aussi la défaite à ce niveau-là. Yeah. Mais c'est vrai que l'avantage de Chelsea, c'est justement de ne pas être le favori et de se dire qu'il y a à peine 3 mois, ils étaient à la rue et qu'ils ont repris un entraîneur qui était viré, et qu'avec lui, ils ont été capables d'aller jusqu'en finale. Donc, pour eux, il n'y a absolument rien à perdre aujourd'hui. Et on a vu que Guardiola essaie justement d'inverser le rapport de force, puisqu'il plébiscitait justement les joueurs de Chelsea, notamment N'Golo Kanté, où il en parlait comme étant le meilleur joueur du monde, et ça fait partie de la stratégie de Guardiola. Donc on sent la gestion de la pression, il connaît. Et on va assister à un grand match de toute façon. Mais clairement, Guardiola, pour moi, il a vraiment tout à perdre. Enfin, dans cette physionomie, je sais pas, je m'attends vraiment à voir un match où City aura la possession, mais la différence entre Chelsea et forcément l'adversaire précédent, le Paris Saint-Germain, c'est que Chelsea, eux, ils peuvent tenir 90 minutes, ils peuvent même peut-être subir et sur un compte, un corner, exploiter quelque chose. Et aussi, il faut pas oublier que Manchester City a eu un parcours assez léger, un peu à l'image de celui du Paris Saint-Germain la saison dernière. Ils étaient dans le groupe de l'Olympique de Marseille, avec quelques galops d'essai. C'est un grand club européen. Avec quelques galops d'essai. Oui, ensuite, en élimination, il me semble qu'ils sont tombés sur le Borussia Mönchengladbach, le Borussia Dortmund, seulement le PSG en demi-finale, ce qui était un gros quand même, alors que Chelsea... T'as quand même évoqué des clubs qui ont gagné des coupes d'Europe. Oui, mais là on parle. Je sais même pas si on parle au futur simple de ces clubs-là en termes de succès. Non, mais c'est clair que c'est des clubs historiques, mais à l'instant T aujourd'hui, sont des seconds couteaux. On est d'accord.
La seule question que j'ai envie de me poser aussi, c'est dans quelle mesure éventuellement les joueurs ne vont pas se préserver pour l'Euro. C'est-à-dire, est-ce que aussi les joueurs vont pas regarder sous la pédale pour éviter de se blesser. Très égoïstement, je pense à Kanté. J'ai pas très envie qu'il se blesse à ce moment précis. Non, ils vont pas. Ça par contre, vous êtes en finale de la Champions League. Je ne pense un seul instant qu'ils réfléchissent à pas mettre le pied à un moment donné. Non, ça je ne le pense pas. Peut-être qu'ils le feront s'ils gagnent 1-0 à la 90e minute. Et là, peut-être là, je vais pas. Mais là, non, je ne pense pas. Le scénario s'ils gagnent 2-0 à la 90e minute, peut-être. Oui. Parce que le scénario qui fait peur, c'est un penalty marqué à la 15e minute et puis après un jeu très fermé parce qu'on veut se préserver au maximum. C'est ça en fait. Ça c'est un risque, mais je ne pense pas que les joueurs ne pensent pas là vous êtes dans le match et bon ça se passe pareil pour le tennis et pour tout autre sport. Donc ce qu'il dit c'est quand même pas bête dans la mesure où souvent lors de finale on se retrouve à avoir des joueurs majeurs qui peuvent arriver soit fatigués, soit ayant des blessures. C'est toujours l'équipe nationale qui en souffre de toute façon. Ce sont jamais les clubs. C'est souvent l'inverse le rapport de force. C'est je me donne un fond en club et ensuite j'arrive sur une jambe en équipe nationale. Et pas l'inverse. Je pense que là il y a tellement de pression. Aujourd'hui le foot c'est les clubs à 80%. Ils envisagent même d'autant plus que juste après, n'oublions pas, pour beaucoup d'entre eux, juste après la Coupe d'Europe des Nations à l'Euro. Il y a la Nations League qui va arriver quelques temps après, hein. Donc non, les joueurs vont y aller alors vraiment à fond, je pense pour cette finale. Après des blessures, on n'y peut rien, mais bon, ça fait partie du métier. Moi, j'espère juste ne pas voir un match qui applique le vieil adage, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. J'ai envie de voir du spectacle, un peu comme les finales d'Europa League ces précédentes années. J'ai pas envie de voir un match fermé entre deux équipes qui se connaissent par cœur, où on a l'impression de jouer au jeu des 7 erreurs. On attend le faux pas, ils vont se regarder en chien de faïence jusque la 80e minute. C'est ce qui risque quand même de se produire. Voilà, justement, je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure, mais j'ai eu un trou de mémoire. Mais effectivement, j'ai pas envie d'avoir ce scénario-là. C'est au round d'observation. Exactement, tout à fait. Si on prend les deux dernières finales, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la crainte autour de la table d'une finale très fermée. Parce que t'as peur, toi? Tu as peur? Moi, alors, je sais pas, moi, une finale, moi, je suis toujours très, je suis vraiment très enthousiaste. T'es optimiste? Enfin, moi, je suis plus indulgent même en termes de jeu. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que les deux dernières finales, par contre, elles étaient un peu plus fermées. On se souvient du fameux Liverpool-Tottenham, puis même finalement en dernier, le Bayern-PSG, c'était un peu plus fermé. Donc les craintes sont légitimes. Il faut voir. Charles, réaction. Non, c'est-à-dire que je pense que les tacticiens se régalent, mais pour les gens qui sont un peu plus profanes et qui veulent juste voir du spectacle. On n'est pas vraiment servi, on est paradoxalement plus servi en Europa League qu'en Ligue des Champions. Donc ça, c'est un peu le... exactement. Et souvent, les demi-finales sont plus belles que les finales. Alison vient de nous rejoindre. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Ça va très bien, merci. Alison, oui. Tout de suite, dans le bain. Dis-moi, tout de suite dans le bain. Finale, demain, City-Chelsea. Finale, demain, je pense que ça va être une très très belle finale qui peut... créer des surprises. Tout le monde voit Manchester City gagnant haut la main, mais au vu l'opinion publique en tout cas penche plus vers Manchester City de Guardiola. Oui. Mais en tout cas, moi je dis que même si je pense qu'ils sont quand même au-dessus, Chelsea peut créer la surprise au vu de ce que Chelsea a montré en deuxième partie de saison. C'est quand même une équipe solide sur toutes les lignes et Tuchel est bien. Et je pense que Tuchel est assez bien pour mener son équipe jusqu'à lever la coupe justement de cette fameuse Ligue des Champions. Ça veut dire que le PSG servirait de tremplin pour ses coachs pour gagner une coupe européenne. Là, ça clairement, c'est un gros tremplin. Je pose simplement la question. Européenne, effectivement. D'accord. La preuve avec Emery qui a gagné Coupe d'Europe. On a potentiellement Thiago Silva aussi. Ça peut servir de tremplin pour Thiago Silva, pour certains joueurs. Est-ce que ça peut servir de tremplin pour Pochettino s'il retourne à Tottenham? Aussi. C'est la rumeur. C'est une blague. On parlera dans la partie mercato. Ah oui, on va pas retourner, tu vas voir. Non mais ça veut surtout dire qu'aujourd'hui les coachs sont aussi des managers. Ça veut dire qu'ils aiment recruter les joueurs, ils aiment avoir l'effectif qu'ils souhaitent. Et au Paris Saint-Germain, le problème, c'est que le coach n'est pas manager parce que le manager, c'est Leonardo. Donc, c'est plutôt là qu'on devrait mettre la lumière au niveau du Paris Saint-Germain. Alison vient de dire quelque chose de très intéressant. C'est pas une question je pense pas que ce soit une problématique seulement au Paris Saint-Germain. C'est la Ligue 1.
C'est en France, c'est le schéma. On le voit à Lyon aussi, où ça, même si là je sors un peu du sujet, ça a créé il y a des conflits d'intérêts. C'est toujours triangulaire. On a le directeur sportif qui empiète sur les pas de l'entraîneur, le président qui empiète sur les pas du directeur sportif. Donc, pour des coachs comme ça, des tacticiens, comme l'a dit Alisson, qui aiment recruter, gérer, mettre en place un système tactique, je pense qu'ils aiment bien avoir les mains libres, un peu comme Arsène Wenger qui avait lancé cette mode de manager anglaise. Voilà, fallait que je le nomme, mais il est précurseur dans ce domaine-là. Totalement. Il est précurseur. Et donc, ça convient plus à Tuchel. Voilà. Juan José, pour finir. Pronostic, si tu veux. Je suis d'accord avec Alisson dans le sens où effectivement ils ont l'avantage peut-être psychologique du côté de Chelsea, mais je pense qu'à la fin c'est City qui va gagner, c'est Guardiola qui va réussir. Il était temps de gagner à nouveau une Champions League. Oui, encore. Les scores. Oui. 2-1 pour City. Thèse, antithèse, synthèse, score. Alors, 2-1 pour City. Moi, je pense qu'il y aura un partout et victoire de Chelsea au penalty. Alisson. 2-1 City, quand même. 2-1 City. Moi, je dis que c'est Chelsea qui perd demain. Merci Mourad. Et enfin. Et pour le récit, 1-0 pour Chelsea avec Tuchel qui embrasse Thiago Silva à la fin. Allez, page de pub, on se retrouve juste après. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. On embrasse Bilal Nenman qui sera de retour la semaine prochaine. Et oui, Yanis, quand même. Non, Yanis, non. Voilà, Yanis. Bilal Nenman qui a assisté à la montée de Venezia en Serie A. Oui, exactement. 19 ans après. 19 ans après. Donc il va nous faire un petit retour, un petit compte rendu. Exactement, vous écoutez là, on entend Mourad avec moi, Alisson, Vivien, Juan José, sans oublier notre invité ce soir, Charles Haroche, auteur du livre Federer, un mythe contemporain. J'en profite pour faire une petite dédicace du côté de la Bretagne. Voilà, on nous écoute du côté de Kergastel. Est-ce que ça te parle, Vivien, toi qui es un passionné des régions de France? Non, je connais beaucoup passé en Bretagne, mais Kergastel, je vais aller visiter. Non, ouais. Ça vaut le coup. Allez, on passe à la suite. Time Sport. The Special One. Charles est avec nous depuis le début. Il a été plutôt très bon en plus dans son analyse sur la préparation de la finale. Oui, footballistique contre City et faut le dire. Hein. Ouais, c'est déjà ça. Je confirme, c'est un spécialiste. On a un spécialiste multisport en face de nous. Auteur du livre Federer, un mythe contemporain aux éditions Solar avec Frédéric Valois qui est bien sûr absent. Pourquoi, Charles, pourquoi ce livre? Alors, c'est un livre qui est né d'une fascination commune parce que, on va pas le cacher, on est des fans absolus de Federer et du joueur et de la personne. Et en fait, c'est une idée qui est venue pendant le confinement parce que c'était un peu un refuge de regarder des vieux matchs pour essayer un petit peu de penser à autre chose. Et on s'est posé la question tout d'un coup, mais d'où vient cette fascination commune qu'on peut avoir pour un joueur? Parce que Federer, c'est un type qui est unanimement adoré à travers le monde, qui est vraiment respecté comme joueur, et je pense que tout le monde aime Federer globalement. Il y avait un sondage qui montrait que c'était la deuxième personnalité préférée dans le monde après Nelson Mandela, donc c'est quand même pas rien. Et au fond, on a voulu se dire, mais quels sont les ressorts d'universalité qu'on a chez cette personne? Et donc, c'est une analyse à la fois du joueur, des qualités techniques, de tout ce qu'il est capable de faire, mais aussi de ce qu'il est capable de projeter. Et on trouvait que parmi tous les livres qu'il y avait sur Federer, il y en a plein, qui sont des livres objectifs, journalistiques ou sur l'angle sportif, il y avait un angle qui nous paraissait pas suffisamment exploité, c'est vraiment le mythe. Et c'est quelque chose qu'on a en commun dans beaucoup de sports et pour beaucoup de sportifs, c'est qu'est-ce qui fait une fascination pour un joueur ou pour une équipe ou pour un club? Question, réaction. Alors, dire bravo pour ce livre sur cette légende, mais est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs de Beurre FM qui connaissent tous Federer, mais beaucoup ne sont pas des spécialistes de tennis, qu'est-ce qui, selon vous, fait les secrets de sa longévité? Jusqu'à, par exemple, on se souvient de cette finale incroyable de Wimbledon 2019 où pour moi, il aurait dû gagner, notamment. Alors, pour vous et pour tous les amoureux du jeu à travers le monde, mais ça peu importe. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a été fait pour durer. Et déjà, pour nous, les Français, il est apparu en pleine lumière après ses premiers titres du Grand Chelem vers 2004-2005. Mais en réalité, quand on y pense, enfin 2003 plutôt, mais en réalité, quand on y pense, c'est un joueur qui est sur le circuit depuis 1998. Donc, c'est un type qui s'est construit, mais depuis le début sur la durée. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît moins. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est construit avec des préparateurs physiques, qui a essayé de construire son jeu, et surtout qui a travaillé sur son attitude. Et ça, c'est un aspect de sa personnalité qui est moins connu. On le connaît comme un Suisse lisse, gentil. Ça, c'est assez faux. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de très sponsorisé par une marque de montres de luxe, etc. Voilà, exactement. Mais c'est-à-dire que sur les années 98-99, il a un comportement qui est pas si éloigné de Benoît Paire. C'est-à-dire qu'il éclate des raquettes, il est presque comme Marat Safin, il est très volcanique.
Et c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir même pour nous-mêmes, c'est comment on change pour devenir un champion. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est qu'il y a le cas Federer, mais on assiste aujourd'hui, que ce soit avec Djokovic aussi et avec Nadal, on a un trio qui est fait pour durer. C'est vrai qu'ils se sont construits de manières différentes, notamment le cas Nadal-Federer par rapport à Djokovic, qui est arrivé légèrement plus tard à rejoindre ce trio. Mais c'est vrai que c'est d'abord des traits des caractères. Je trouve que quand on voit ces joueurs, c'est des traits des caractères. Et on voit souvent que Federer, d'ailleurs, il y a une belle amitié avec Nadal. Oui. Ils sont des caractères très semblables. D'ailleurs, Mourad a fait référence aux montres de luxe. Ils ont fait la même pub ensemble, à un moment donné. Ils ont fait les deux la même pub, ensemble. Mais, donc, pour dire qu'effectivement, c'est d'abord cette façon de comprendre les sports. Ce qui est quand même assez bizarre, oui, assez rare, parce que la longévité, ce n'est pas uniquement être bien physiquement et avoir une grosse technique, non. Il faut un gros mental. On a des cas aujourd'hui, on en a parlé avant l'émission de Gasquet, et notamment qui avait la technique, qui pouvait avoir le physique, mais mentalement n'a pas tenu la distance. Voilà, et l'idée c'était de faire un livre non seulement sur Federer, mais aussi sur notre relation par rapport à Federer. Et sur Nadal et Federer, ce qui est très drôle, c'est que dans les années 2000-2008, en fait, les médias nous ont poussés à choisir notre camp. En fait, comme si on devait choisir entre les Beatles et les Rolling Stones. Alors qu'en fait... Un peu comme le débat Messi-Ronaldo. Voilà, dans exactement, le football. Exactement comme Messi-Ronaldo. Alors qu'en réalité, déjà, on peut aimer l'un et l'autre. On peut ne pas les aimer tous les deux, mais bon, il faut être un peu psychiatriquement atteint. On peut aimer Neymar ou en l'occurrence Djokovic. Exactement, alors c'est possible. Mais en fait, si vous voulez, l'idée c'est que nous, ça nous a rappelé en fait quelque chose qui est très présent, mais depuis l'histoire des grands mythes, c'est ce qu'on appelle en histoire le mythe de Thucydide. C'est-à-dire qu'il faudrait à chaque fois qu'il y ait une puissance qui décline, qui fait face à une puissance qui émerge. C'est Sparte contre Athènes, c'est la Russe contre les Américains. Il y a une puissance terrestre contre une puissance maritime. Et là, il y avait un joueur aérien contre un joueur terrien. Et en fait, c'est débile. Parce qu'ils font la même taille, ils font le même poids. On ne dirait pas comme ça, mais ils font tous les deux 85 kilos. Je le voyais plus longiligne, Federer. Voilà, exactement. Et c'est une illusion d'optique, en fait, en quelque sorte. Incroyable. Et là où Federer, en fait, est un super bon joueur de terre battue, contrairement à ce qu'on dit, Nadal est aussi un super joueur au filet, exceptionnel, qui est capable de gagner sur dur et à Wimbledon. Alison, réaction. Vous parlez de caractère, de sensibilité personnelle. Justement, qu'est-ce qui vous a fait écrire le livre par rapport à votre sensibilité ? Quel est votre rapport justement d'émotion par rapport émotionnel, par rapport à Federer ? Alors, ce qui est intéressant, c'est là pour le coup, je parle pour moi-même. Il y a un rapport d'imitation. Presque vis-à-vis de Federer, c'est-à-dire que on a envie de reconnaître en lui des qualités qu'on recherche en nous-mêmes. Et je pense que chez beaucoup de personnes, quand on est fan d'un joueur dans un sport, c'est ça qu'on cherche. Évidemment, il y a l'idée d'extraordinaire, c'est-à-dire d'un Ronaldo qui est capable de sauter 2,50 m pour rattraper une tête. Mais il y a aussi cette idée peut-être qu'il y a quelque chose qui existe dans des terres inexplorées de l'impossible. Si on se dit, parfois on voit un type gagner à 37 ans un grand chelem, on se dit c'est possible. Et en fait, même pour nous-mêmes, ça nous rassure et c'est ça qu'on cherche aussi dans le sport, c'est des récits, des mythes où il y a un héros qui part d'un point où il découvre une puissance, il parcourt, il perd, il échoue et finalement il finit par triompher. Et ça, je pense que c'est par rapport à ce qu'on dit, c'est Federer. Personnellement, c'est parce qu'il perd qu'on l'aime aussi. Mais alors, la question que je me suis posée, j'ai couvert Roland-Garros pratiquement une vingtaine d'années. J'ai suivi beaucoup Federer, notamment Nadal, plus que Federer, mais les deux. Forcément. Et à un moment donné, je me suis posé la question pourquoi on continue à aimer Federer en France quand il décide, par exemple, de passer des Roland-Garros, de laisser de côté Roland-Garros pour aller jouer au Wimbledon et préparer Wimbledon. Sachant justement que les Français étaient derrière lui, voulaient qu'il gagne son premier Roland-Garros. C'était pratiquement un insulte le fait de décider à un moment donné, mais je joue plus Roland-Garros, ou encore cette année, quand je viens, j'ai pas de pression. Je fais une semaine, c'est bien. Si je fais 2 semaines, c'est encore mieux. Mais bon, on le voit pas impliqué, si tu veux, dans Roland-Garros. Et par contre, on l'aime. Oui. On l'aime, on continue à l'aimer. En France, c'est une relation particulière parce que la France, c'est le seul pays où Federer, ça a été la victime et pas le bourreau. C'est-à-dire qu'il se faisait taper par Nadal et donc forcément, les gens ont eu un attachement pour lui. On a voulu le voir gagner en 2009, etc. Mais
même au-delà de ça, il y a aussi un truc qui est très particulier, c'est quand Federer affronte des Français à Roland-Garros, il y a notamment Jules Simon qui avait quand même emmené en 5-7 Federer en 2013, et ben le public soutient Federer. Et Simon avait dit putain, tout le monde l'aime même ici, en gros. Et ce qui est intéressant, fou, ça, quand même. et ça c'est des anecdotes, et ça n'arrive nulle part dans aucun autre sport. Et ce qui est intéressant, c'est je pense qu'il y a un attachement qui est lié à son parcours et à sa personnalité, et peut-être aussi qu'il parle français. On le sent quasi français en fait, ce qui n'est pas le cas. Il est vraiment suisse pour le coup, ça je peux le dire. Mais par exemple, moi je peux même le pas dire. suisse francophone, il me semble. Je pense qu'il est. Alors il est suisse germanophone. germanophone. En fait, il s'est entraîné en Suisse francophone. C'est pour ça qu'il parle très bien le français. Et moi, par exemple, je peux vous le dire, je suis allé à Lille pour la finale de la Coupe Davis en 2014. J'ai soutenu Federer sans aucune vergogne. Moi, j'avais une question. Oui. Justement, Charles, tu comparais Federer à Nelson Mandela. C'est pas vraiment une comparaison. Mais oui, c'est pas une comparaison, mais je veux dire, en termes de popularité, tu qualifies justement à travers ton livre Federer de mythe. Est-ce que pour redevenir un mythe, pour moi, je suis d'accord sur le fait que ce soit un grand champion, mais pour devenir un mythe, il faut combler je pense, ce vide extra-sportif, ou d'un point de vue humain, ou d'un point de vue impliqué dans la société actuelle. Qu'est-ce que fait Federer autour du sport aujourd'hui pour pouvoir être considéré comme un mythe? Autour du sport, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a des activités au sein de l'ATP, c'est-à-dire qu'il essaye de donner des bonnes directions au circuit, mais ça c'est un peu de la politique de tennis. Mais il a une fondation aussi, et ça c'est quelque chose il y a beaucoup d'autres sportifs qui ont fait ça avant lui, mais lui a vraiment créé une fondation Roger Federer pour l'Afrique, parce que, alors on parlait de Nelson Mandela, c'est vrai que sa mère est sud-africaine, et donc avec sa fondation il participe à l'éducation de millions je crois d'1 million d'élèves en Afrique pour qu'ils aient accès vraiment à des écoles sûres. Alison. Moi, je veux toujours revenir sur l'aspect comportemental, justement. Tu l'as évoqué que l'image de Roger Federer s'est extrêmement lissée au cours des années. Mais justement, est-ce que pour parler de mythe, parce qu'on aime bien les déboires, on aime bien la repentance, est-ce qu'il n'est pas finalement trop lisse pour être véritablement un mythe? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. C'est que vous avez mis le doigt exactement là où il faut. C'est la rédemption fait partie de la création du mythe. Vous regardez, en fait, prenez des Star Wars ou Rocky, il y a toujours un moment donné où le héros trébuche et il se relève. Ça, c'est hyper important. Et en fait, Federer, il n'est pas si lisse au fond. Parce que il y a eu à certains moments donnés, il y a eu un moment donné très particulier dans sa carrière en 2008. Il perd en demi-finale de l'Open d'Australie, alors qu'il a fait 10 finales consécutives. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'il ne s'appartient plus lui-même. C'est-à-dire il dit lui-même, j'ai créé un monstre et au fond, on attend de moi qu'une seule chose, c'est de gagner. Et là, il doit se reconstruire. Et parfois, en conférence de presse, même s'il paraît suisse et diplomate, il s'énerve, il dit vous pouvez pas poser cette question, soyez pas arrogant, etc. Il donne énormément. Et je pense que ce qui fait le mythe, c'est qu'au fond, il perd parfois, mais des défaites horribles. Et il revient quand même. Et ça, c'est ce qui constitue le mythe. C'est le mythe sisyphien, si vous laissez. Et c'est la résilience, en fait, aussi. Exactement. Incarné. Et je pense que c'est ce qu'on préfère chez lui, plus que ses victoires. Je pense que s'il avait gagné 40 grands chelems, il serait pas intéressant. Et si Nadal l'avait gagné tout le temps, on ne l'aimerait pas autant aussi. Tout à fait. Charles Laroche, auteur du livre Federer, un mythe contemporain aux éditions Solar. Page de pub, on se retrouve juste après. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Excellent réalisateur Yanis Quelon. Salut, on est de retour pour la dernière partie de Time Sport sur Beurre FM lundi vendredi 19h-20h avec mon équipe de consultants Mourad, Vivien, Alison, Juan José et notre invité du soir Charles Laroche, auteur du livre Federer, un mythe contemporain. Un second invité est avec nous. Ils font partie donc de la Barrio Nation Cup. Time Sport, la troisième mi-temps. Bonsoir les amis. Oui. Allô? Ah, on a eu peur. Non, j'étais en attente. Je me suis dit, j'attends le bonsoir. Bonsoir les amis. Comment allez-vous? Très bien. La Barrio Nation Cup. Exactement. Comment est venue cette idée? C'est une idée qui est assez simple. Il y a 2-3 ans, il y a dans les différents quartiers de France, comme vous le savez, il y a eu l'organisation des différentes CAN. Donc nous, on a organisé notre propre CAN il y a 2-3 ans. Et en fait, ce que je voulais absolument, c'est apporter une image nouvelle. Et que plutôt que ce soit que des équipes africaines, je voulais qu'il y ait un mélange. Et comme dans notre arrondissement, on a plein de communautés, on a lancé la Barrio Nation Cup. Barrio parce que c'est le surnom chez nous, ça veut dire un quartier.
nations pour les 16 nations. Et cette année, on a la chance d'avoir la communauté portugaise qui participe. Il y a la communauté japonaise, vietnamienne, il y a un peu de tout. On a des Marocains, des Tunisiens, on a la France, bien entendu. Donc il y a 16 nations qui vont s'affronter du 31 mai au 4 juillet. Enfin, je trouve votre évolution très intéressante parce que ce qu'on avait reproché justement à ces CAN de différentes horizons, c'était qu'il n'y ait que des équipes africaines. Et donc là, je trouve intéressant qu'on ait plutôt élargi le concept et qu'il y ait des équipes de partout. Est-ce que dans les années à venir, on cherchera vraiment à ce qu'il y ait quasiment une équipe par continent ? Au moins. Pourquoi pas? J'ai eu l'occasion d'échanger avec les organisateurs de la CAN de Sarcelles qui eux aussi veulent petit à petit intégrer plus de communautés et ne pas rester que sur le continent africain. Moi, ça me tenait à cœur parce que l'arrondissement, le 14e dans lequel je vis et j'ai grandi, il y a de tout. Moi, j'ai grandi avec des Italiens, des Portugais, des Turcs, des Maliens, etc. Et il était inconcevable pour moi d'organiser un tournoi où il n'y a pas toutes les communautés représentées. Là, pour vous dire, j'ai même la Suisse. Parce que voilà, on a réussi à trouver des Suisses dans l'arrondissement, des Japonais, Vietnamiens, des Portugais. Donc c'était important pour moi d'avoir ce mélange et c'est ce qui est aussi le plus représentatif de la France et des quartiers de France. Ils sont venus rééquilibrer, on va dire, la fiscalité française, c'est ça? La communauté suisse en 14e. Ils sont venus financer la CAN. Le 15e. Alors, j'ai une question insolite, mais est-ce qu'il y a un mercato pour les binationaux parfois? Ah oui, ouais. Alors c'est pas un mercato où il n'y a pas d'argent en jeu, mais c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'on a des binationaux, donc d'une année à l'autre c'est assez serré, mais on a mis en place aussi un règlement. C'est très très strict. C'est-à-dire qu'on fait pas tout ce qu'on veut. Pour vous donner un exemple, et moi c'est à l'image de ce que je fais aussi même dans ma vie de tous les jours, parce que je suis responsable d'un club de foot où j'ai 850 licenciés et 52 éducateurs. Et on est très à cheval sur tout ce qui est la discipline, la rigueur, etc. Donc même si ça reste un tournoi de street foot, il y a un règlement, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et l'année dernière, j'ai une nation dont je tairai le nom. Ils se sont fait avoir par un de leurs propres joueurs qui en fait n'était pas de cette origine. Je lui ai demandé une fiche d'état civil, il est parti le faire dans un carnet de café, là, je sais pas chez qui il l'a fait. Il a cru que j'avais jamais mis les pieds dans une mairie, donc du coup cette équipe avait gagné 2 matchs, 6 points, je leur ai enlevé les 6 points. C'est des pratiques. C'est une nation du Nord ou du Sud? C'est un pays qui existe plus. C'est au-dessus ou en dessous du Sahara? Non, je balance pas. Mais dire de la Méditerranée. Oui, alors j'ai 2 questions. Est-ce que vous pouvez expliquer aux éditeurs comment les différents sponsors vous êtes, c'est-à-dire Nike, l'agence Yard et les différents partenaires? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà pensé à peut-être que le vainqueur de votre Barrio Cup, par exemple, se confronte à d'autres vainqueurs des autres CAN organisés? Là, je vais répondre en 2 points. Déjà, le premier, c'est que sur les partenaires, moi, même si je suis ambassadeur d'un équipementier, l'équipementier sur cet événement-là, nous, il ne soutient pas. D'accord. Nous, on veut vraiment que ce soit quelque chose qui émerge du quartier. C'est avec nos idées, etc. Donc, Yard, c'est parce que c'est aussi des personnes de chez Yard qui habitent dans l'arrondissement et qui sont actifs dans des clubs, notamment de basket dans l'arrondissement. Mais sinon, pour vous dire, le tournoi, il est autofinancé. Moi, cette année, à la différence de l'année dernière, on a fait des frais de participation par joueur qui sont pas très élevés, sur lesquels on a réfléchi avec les capitaines. On a mis 20 € par participant et c'est ce qui nous a permis derrière d'acheter un peu des bâches pour décorer. Là, on va faire un coin presse avec des interviews, etc., des capitaines avant et après les matchs. Est-ce qu'on pourrait y être convié, Beurre FM, justement? Alors écoutez, je vous donne les dates. 31 mai au 4 juillet. Sur Instagram, vous avez la Barrio Nation Cup. Et c'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, pendant 3 semaines, c'est les phases de poule. Et en plus de ça, cette année, la nouveauté, c'est qu'on fait aussi la Barrio Nation Cup des petits, les 12-15 ans. Génial. Il y aura 8 équipes. Donc ça commence à 18h et ça finit à 21h jusqu'au 9 juin. Et à partir du 9 juin, on va pousser encore un peu. Mourad! Moi, j'ai une question, Ferhat, c'est Mourad. Je te sais très pris. Est-ce que tu nous ferais la faveur de venir avec le gagnant sur le plateau en physique? Avec grand plaisir. Ok, super. C'est quoi? Moi, personnellement, je m'engage.
Après, j'essaierai de récupérer au moins le capitaine, le président ou ce que tu veux, parce que l'année dernière, c'est nos amis congolais qui ont gagné. Oui. Tout à fait. Tellement c'était un truc de fou chez eux qu'ils ont été conviés par la presse congolaise. Oui. J'ai une photo avec des mannequins. Et ils étaient dans une autre planète. Il leur en faut peu, Lequel tu sais, non, je Congo? plaisante. Lequel Congo? RDC, Congo? Claude, on pose pas des questions. La République non, démocratique c'est du RDC. Congo. Bon des deux. Préciser, il y a deux Congos. Il y a la Qui peut République faire du Congo non, Claude, qui peut faire la fête comme ça après? et la République RDC. démocratique du Congo qui en RDC. général C'est un nous. petit peu Mais oui. s'enflamme un petit peu pour pas grand chose. Mais bon. Mais c'est grave. bonne guerre. Non, moi je suis pas d'accord qu'on dise que c'est Et pas après, grand il y avait chose quand même. Une question tout à l'heure, je te cache pas, je les ai appelés parce que je suis en même temps là entre deux shootings. Parce qu'en même temps, pour vous recontextualiser la chose, c'est que cette année, à la différence de l'année dernière, c'est que j'ai créé des maillots et c'est un joueur de foot du quartier, Timoé Bakayoko, qui les a financés. Donc il a financé tous les maillots et du coup, cette année, les joueurs, ils seront pas obligés de venir avec des maillots qu'eux ils avaient ou qu'ils possédaient. Ils sont super beaux, ils ont été personnalisés. Et là, hommage à lui. Pour les mettre en lumière, ouais, exactement. Et pour mettre en lumière aussi tous ces jeunes, on fait différents shootings dans plusieurs endroits de l'arrondissement. Dernière question, Vivien. Oui, Ferra, la question, à quand la première CAN féminine? Il faut maintenant passer le L'année cap. prochaine. C'est prévu l'année prochaine. Là, j'ai commencé avec les petits. Après, on a le contexte Covid qui ne facilite pas la chose. Mais l'année prochaine, après, je sais que c'est pas facile d'avoir plusieurs équipes féminines dans un quartier. Mais moi, je suis en train de réfléchir à un concept où, en gros, je vais organiser des phases qualificatives dans des centres de foot à 5 et on fera une sorte de finale à 4 ou 8 équipes dans mon stade de foot. La toute dernière question, Alison. Est-ce que dans un avenir proche ou même lointain, ce concept pourra s'étendre à travers la France? Très bien, ça c'était la deuxième question de tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. Je suis en train de réfléchir à un concept où en gros on va repérer dans chaque département là où il y a le plus d'énergie, là où les gens vraiment ils mettent de la vie, du cœur et du temps à organiser des CAN. On va sortir un gagnant par département et on va faire une super grosse finale en Ile-de-France. Et après, le but du jeu, bien entendu, c'est pourquoi pas de faire une finale France avec les gagnants des CAN des autres villes. Génial. Merci infiniment en tout cas, merci à Ferrat. Non, c'était un grand plaisir, Ferrat. Donc la Barrio Nation Cup, si je me trompe pas, donc du 31 mai au 4 juillet. C'est exactement ça. Plein de Génial. bonnes choses pour vous. Merci encore Vous avez été au top. pour Merci votre pour accueil. venue sur Time Sport sur Beurre FM. On passe à la suite. Merci Ferrat. Time Sport. Les prolongations. Les prolongations, le mercato qui arrive à grands pas. Ça s'agite et ça s'agite. Les rumeurs, on en est où? Il y a eu des, il y a pas des rumeurs, il y a eu des transferts actés. Notamment la nomination d'Allegri. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça reste un événement important. Il y a Conte qui aussi qui est parti du côté de l'Inter. Pirlo, pour moi, qui était une réussite personnelle, mais peut-être un échec au niveau du club, puisqu'ils n'ont pas réussi à continuer à enchaîner les Scudetto comme il l'avait fait auparavant. Donc Allegri, pour moi, c'est du recyclé. Je dirais même plus que c'est qui revient sur le banc de touche de la Juventus de Turin en Italie. J'irais même jusqu'à l'appeler Massimiliano Jardim. Pas mal celle-là. Non, mais c'est important qu'il aille à la Juventus parce que ça limite le nombre de grands entraîneurs pour des équipes comme le Real Madrid aujourd'hui qui avaient des contacts avec Allegri. Donc il y en a un de moins dans la shortlist qui avait été établie par le Real Madrid. Il y a aussi quand même une arrivée qui a été annoncée juste avant l'émission, c'est David Alaba qui est arrivé du côté du Real Madrid, qui est, ça y est, c'est acté. Il arrive libre, donc à coût zéro pour le Real. Le central vient renforcer donc l'axe de la défense avec un salaire de 11 millions par an, ce qui est quand même Est-ce que pas le meilleur mal. n'est pas derrière lui pour Alaba, justement? Comment? Est-ce que le meilleur n'est pas derrière lui pour Alaba? Même si moi, je le pensais un peu C'est un plus joueur vieux. de 28 ans, donc Ouais. c'est un joueur qui a de l'expérience, qui a de la qualité, qui arrive libre et 28 ans. Donc il a encore quand même deux saisons devant une bonne lui, recrue, sachant d'accord. notamment que l'axe de la défense du côté des Madrid pourrait complètement changer puisque vous savez bien qu'il n'y a pas encore des contrats signés avec Ramos et qui pourraient partir du Real dans les semaines qui viennent. Il y a vous savez qu'il y a plusieurs contacts, notamment il y en avait un du côté du PSG qui n'a pas été démenti ni par Ramos ni par le PSG, mais ça reste à confirmer. Et puis
il y a aussi un possible départ, puisqu'on en a parlé depuis plusieurs mois, de Varane qui pourrait quitter la discipline du Real Madrid, ce qui pourrait se faire assez rapidement dans la mesure où Zinedine Zidane n'est plus là. On parlerait donc de Varane du côté, Juan José. Il pourrait partir en Angleterre. Pour l'instant, on parle de partir en Angleterre, mais reste à voir. Et puis la dernière chose, beaucoup de monde parle de l'avenir de Zinedine Zidane. Le Real Madrid donc a confirmé hier effectivement que le départ de Zinedine Zidane s'est fait parce que lui a voulu partir, pas parce que le Real voulait qu'il parte. Et ce qui nous laisse quand même une interrogation assez importante. Va-t-il prendre une année sabbatique puisque il est toujours sous contrat avec le Real jusqu'à juin 2022. Donc il faut négocier avec le Real pour aller entraîner ailleurs. Vous savez, en Espagne, on pense plutôt qu'il va prendre une année sabbatique pour rester du côté de Paris et reprendre l'équipe de France en juin 2022 après le Qatar. Alison, très rapidement avant la fin. Toujours du côté de l'Espagne, on a l'arrivée de Kun Agüero au FC Barcelone. Et de Konaté du côté de Liverpool aussi, c'est important de le souligner, qui est formé à Sochaux. Et pour la France, Julien Stéphan, l'ancien entraîneur rennais, a signé, donc va s'asseoir sur le banc du Racing Club de Strasbourg. Dernière annonce mercato, Depréville, le Beckham du Nord aussi, a quitté Bordeaux. Tout comme Ben Arfa, merci Vivien, Alison, Mourad et Juan José. Merci à Charles en tout cas. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Auteur du livre Federer, un mythe contemporain aux éditions Solar. Sans oublier Frédéric Valois avec qui vous avez réalisé ce livre. Passez une bonne soirée, passez un bon week-end ensoleillé. On se retrouve lundi prochain. Ciao. Retrouvez Time Sport tous les jours de